terminer cette séquence de la matinée avec un sujet sur le cyberespionnage. Quels impacts que redouter dans un futur proche et comment s'en prémunir? Alors, on va en discuter aujourd'hui avec Benoît Grunwald des Z et Guy-Philippe Goldstein. Merci à tous les deux d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui, je crois, intéresse beaucoup de monde et qui est passionnant. Alors, Benoît, votre société EZ détecte et documente régulièrement des campagnes de cyberespionnage. Concrètement, comment procédez-vous, enfin, dans la mesure de ce qui peut être dit, mais quels sont les indicateurs, les critères? Qu'est-ce que vous regardez en fait? Effectivement, ce ne sont pas des menaces que l'on va trouver sur des forums de hackers. On n'est pas sur des ransomware as a service. Les gouvernements, les groupes qui sont alliés utilisent des techniques qui leur sont propres. On va avoir un monitoring d'un certain nombre de sites, parce qu'on va peut-être parler plus tard des moyens pour diffuser souvent ces logiciels de cyberespionnage. Et chaque groupe a ses propres tactiques, techniques et procédures. Et on constate que l'on utilise souvent soit de la vulnérabilité, soit du spear phishing pour pouvoir rentrer en contact avec les cibles. Et pour le spear phishing, on monitore notamment une grande catégorie de sites et on recherche dans ces sites des comportements anormaux qui nous feraient penser qu'il y a un spear phishing qui est en cours. Et ensuite, on a, grâce à la communauté, un certain nombre de remontées qui nous permettent de trouver des signaux faibles dans des exécutables ou dans des comportements. Et on a également dans toutes les menaces que l'on reçoit, c'est-à-dire qu'on a quand même une télémétrie qui est très importante, plus d'1 milliard d'internautes protégés à travers le monde. Donc ça nous remonte beaucoup d'informations, même quand les groupes ne veulent pas que l'on répère. Et en fait, dans notre système de classement, on va avoir 3 grandes catégories. Une catégorie détection avérée, une catégorie safe et une catégorie au milieu que l'on appelle bizarre, étrange. Et cette catégorie, quand on n'arrive pas à classer, c'est généralement qu'il y a justement quelque chose qui mérite l'attention d'un chercheur. Et grâce à cette catégorie-là, on va tirer le fil et réussir à faire le lien avec des campagnes précédentes. Et justement, c'est quand ces campagnes? Est-ce qu'il y a des campagnes récentes que vous avez pu détecter? Alors, on en a un certain nombre et on a détecté notamment des campagnes qui visaient des politiques et ou des anciens militaires en Inde et au Pakistan avec une méthodologie assez surprenante, un romance scam. Donc qui les invitait à rentrer en contact avec une personne qui soi-disant avait flashé sur eux. On a également découvert une campagne qui a été opérée par Mustang Panda et qui est intéressante. On peut en reparler dans la catégorie technique parce qu'elle utilise un protocole qui est MQTT et qui est un protocole qui est destiné aux objets connectés. C'est intéressant, c'est une nouvelle forme, j'imagine, une nouvelle accroche. Et justement, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances en matière de cyberespionnage parmi toutes les campagnes que vous analysez? Quels sont les points communs, si je puis dire, les grandes tendances? Alors, les points communs les plus flagrants, c'est finalement comme dans toute exploitation, c'est l'utilisation de vulnérabilités et le spear phishing qui sont vraiment quasiment utilisés à chaque fois. Et dans l'exploitation de vulnérabilité, on a vu notamment en 2021 les failles sur Exchange on-premise qui permettaient de rentrer sur un asset qui généralement a beaucoup d'informations. On voit également l'utilisation de l'OSINT. Alors, avec l'OSINT, on ne va pas aller chercher des secrets vraiment enfouis, mais quand on voit ChatGPT, par exemple, où on peut parfois aller donner des informations pour essayer de les manipuler avec ChatGPT et qu'on a vu un accès à celui-ci qui a permis de sortir des informations sur les utilisateurs et ou sur les prompts. Donc l'OSINT est un bon moyen pour arriver à ces fins. Et puis ensuite, on voit quand même qu'il y a un certain outillage dédié par groupe d'attaquants, ce qui d'ailleurs nous permet de faire souvent le lien avec une assez forte certitude entre les outils, les campagnes et les groupes d'attaquants. Et puis ensuite, tout ce qui est 3.0. On a vu notamment des campagnes menées par Lazarus auprès de journalistes et ou d'hommes politiques en Europe, utiliser LinkedIn pour pouvoir faire... Alors, du coup, on peut peut-être le mettre dans la catégorie spear phishing, mais en tout cas, utiliser LinkedIn, utiliser des outils de type messagerie instantanée. Donc, un premier contact, et puis ensuite, on sort du schéma traditionnel et on passe sur des outils 3.0. Et peut-être, ça, c'est
l'avenir qui nous le dira, mais des outils, on voit que certains outils récréatifs ont été demandés à être retirés sur les agents de l'État. Alors, est-ce que c'est de l'espionnage? Est-ce que ça permet de sortir des informations? En tout cas, l'avenir nous le dira, et peut-être que cette précaution éviterait que ça soit le cas. Et justement, vous l'avez un petit peu mentionné, mais on a parlé des outils, mais qui sont les acteurs et quelles sont leurs motivations? Alors, des acteurs, il en existe un certain nombre. Ils sont souvent. Alors nous, on fait pas d'attribution, donc je pourrais citer une liste à la Prévert de noms d'acteurs, mais je ne suis pas persuadé que ça soit extrêmement bénéfique. Mais bien souvent, ils sont alignés avec des États et ils ont la nécessité d'opérer sur des cibles très précises. Vraiment, ils ne chassent pas au chalut, mais ils opèrent sur des cibles très précises. Et nous, on le voit notamment dans les outils utilisés. Si c'est une pièce jointe, ça va comprendre des termes qui va utiliser le terme de passeport, le terme de diplomatique, etc. Et c'est ça qui nous permet aussi de sentir que ce n'est pas finalement une campagne comme une autre, au-delà du fait qu'elle est généralement assez ciblée. Merci beaucoup Benoît. Alors on vient de parler beaucoup d'espionnage étatique, mais Guy Philippe, il y a aussi un espionnage privé dont on parle un petit peu moins finalement. En quoi ça consiste concrètement et comment les États se positionnent par rapport à ça? C'est un sujet qui est un petit peu connexe avec ce dont vient de parler Benoît, parce que Benoît nous a parlé un petit peu de la haute couture, on va dire, que certains États peuvent se permettre de payer. Et puis, à côté de ça, il y a des États qui ont moins d'argent, et puis qui n'ont pas les capacités, et puis qui n'ont pas les capacités techniques de se payer cette haute couture-là. Donc, ils vont aller la chercher d'une certaine façon à des entreprises hébergées par d'autres États, où là, il y a des compétences, des développements qui sont allés très en pointe. Alors, donc, il y a des États qui, en cyber, par exemple des États en Afrique, au Moyen-Orient, à travers le monde, il faut le dire, qui vont aller acheter des outils de cyberespionnage pour faire ce que font aussi d'ailleurs des institutions, des autorités régaliennes à l'intérieur de grands États, par exemple des institutions policières, mais qui là aussi n'ont pas nécessairement les compétences techniques. Et puis il faut le dire aussi, dans les grands États démocratiques, il y a une vraie séparation entre ce qui va être fait du domaine de la sécurité nationale qui se permet de faire de l'espionnage à l'extérieur et de ce qu'on fait en interne. Donc il y a même des outils très puissants qu'on n'a pas nécessairement laissés à la main d'autorités policières. Enfin, il y a beaucoup de contrôle. Donc ce qu'on voit, c'est que donc il y a plein de groupes privés. Et il y a certains pays qui sont très en pointe dans le cyber, comme par exemple Israël, où il y a eu une floraison de tout un ensemble d'acteurs, mais on le voit aussi aux États-Unis, on le voit aussi d'ailleurs en Europe, qui sont capables d'opérer sur des missions qui sont très importantes pour arriver à faire la preuve de certains problèmes en termes d'antiterrorisme, grande criminalité, etc. Donc ce sont des outils nécessaires, sauf que, lorsqu'ils sont à la main d'autres États où, entre guillemets, l'état de droit est moins respecté, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives. Et on s'est rendu compte que ces outils-là, qui sont vraiment gérés comme des systèmes d'armement en termes de licences d'exportation, eh bien, parfois, ils vont être utilisés pour, on va dire, le renseignement contre des activistes, des minorités ethniques ou religieuses, des syndicats, etc. Et résultat des courses, les grands États occidentaux se sont retrouvés un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça. Et il y a une grande décision qui est un ordre exécutif du président Biden qui a été pris le 30 mars, mais qui a été rejoint par 10 autres pays, y compris la France d'ailleurs, pour interdire les outils qui, d'un point de vue opérationnel, auraient été exploités contre le type de cible que j'évoquais, à savoir des minorités ethniques religieuses, des activistes politiques, des journalistes, etc. Parce qu'on a eu des cas, y compris d'ailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, où ces outils-là ont été dévoyés et sont allés taper dans ce type de cible-là, ou même d'ailleurs des chercheurs liés à des grands réseaux de social media. Bon. Et ça, c'est une décision très importante qui a été prise, qui risque d'orienter, ou en tout cas d'encadrer bien mieux ce marché. C'est très intéressant à noter, c'est les effets que cette décision pourra avoir. Donc, d'une part, mettre beaucoup plus de clarté sur ce marché-là, même si il faut faire attention parce que le diable est toujours entre les lignes.
Le fait de dire uniquement dans un cadre opérationnel fait que certains États, même des grands États occidentaux, y compris les États-Unis, peuvent continuer à acheter ces outils-là pour peut-être le donner à d'autres pays ou pour faire du reverse engineering. Et c'est peut-être ce qu'on a vu, par exemple, dans le cas de NSO, qui est l'acteur israélien qui se fait beaucoup taper sur les doigts, à raison, sur l'utilisation dévoyée de cet outil-là. Mais on a eu le cas, par exemple, de FBI qui a acheté NSO et on ne sait pas trop pourquoi il l'a acheté en 2018, je crois, peut-être pour faire un petit peu de comprendre ce qu'il y avait dans la machine. Voilà. Et donc, la manière dont cet executive order a été écrit pourrait laisser autoriser des grands États occidentaux à acheter pour voir, mais pas d'un point de vue opérationnel utilisé. Et surtout donc, si jamais ces outils-là sont utilisés par tel ou tel pays qui l'utiliserait pour des choses comme ce que je viens de dire, à nouveau, aller espionner des journalistes, des activistes, etc., eh bien, ce serait l'outil lui-même qui serait, entre guillemets, condamné, dans le sens où il ne pourrait plus être acheté dans le cadre du monde occidental. Et ça, évidemment, je finis là-dessus, c'est un impact commercial énorme. Ce qu'on a vu, par exemple, le cas de NSO, c'est même sorti l'année dernière, qui, il y a encore 2-3 ans, pouvait être évalué jusqu'à peut-être $1 milliard, et qui aujourd'hui est, enfin en tout cas des papiers qui sont sortis parce qu'il y a une litigation en Grande-Bretagne, à Londres, autour de ça, qui aujourd'hui ne vaudrait plus que 300 millions. J'insiste parce que c'était avant le démarrage du grand hiver dans les fonds Venture Cap qu'on a vu depuis. Et donc on voit bien que voilà, si on ne respecte pas les règles du jeu, il n'y a plus d'argent. Et dans notre monde occidental, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici au FIC, c'est très important d'avoir un écosystème de gens qui vont développer des outils, ça peut être juste les États. Et ben, si les règles ne sont pas respectées, et ben, il n'y a plus d'argent et il y aura plus le développement de ces outils-là. Donc on peut voir des choses assez fortes qui risquent de se développer dans ce marché-là. Merci beaucoup, Guy Philippe. Et alors, vous avez parlé des impacts commerciaux, mais il y a aussi des impacts, tout simplement en termes de déstabilisation des États qui pourraient en être victimes. Qu'est-ce que vous pouvez observer des campagnes que vous analysez ? Alors, ce que l'on observe, c'est qu'il y a effectivement des objectifs qui sont impérieux de la part des États. On voit qu'il y a énormément d'informations qui sont recherchées auprès des cabinets consulaires pour pouvoir préparer des manœuvres politiques, pour pouvoir comprendre également. Et on l'a vu avec notamment Lazarus sur les élections américaines et sur les élections françaises, où on voit des informations sortir et être diffusées qui servent justement à déstabiliser ce type d'éléments démocratiques. Et juste, j'aimerais rajouter aussi, c'est important parce qu'on voit dans les moyens de pénétrer les entreprises le supply chain. On a notamment un exemple d'un fournisseur de solutions de DLP, donc contre la fuite de données, qui a été tamponné et dans les mises à jour qu'il a envoyées à ses clients de ces logiciels qui étaient justement censés protéger contre la fuite de données, eh bien, il y avait une backdoor qui permettait au groupe d'attaquants de sortir des éléments. Donc le supply chain est également un élément très souvent utilisé pour pénétrer des entreprises. Et là, on arrive en plus au cœur du système d'information. Et donc, Guy Philippe, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais on parlait du futur. Si on essaye de se projeter un petit peu, à quoi ressemblera le cyberespionnage à court et moyen terme ? Moi, voilà, trop fort. À titre personnel, je commence à avoir des difficultés entre ces termes de court, moyen, long terme, parce qu'on a des évolutions technologiques gigantesques qui nous arrivent dans la tête, pour pas être plus dur, qui sont assez surprenantes. Je vais prendre juste l'exemple de ce qui est en train de se passer, évidemment, avec les LLM, Large Language Model, dont certains avatars sont ChatGPT, etc. Et moi, ça me surprend énormément. L'année dernière, j'étais au World Expo de Dubaï, où on me demandait de faire de grandes projections sur le futur. Et j'évoquais le fait que demain, on aura des agents qui sont capables de passer le test de Turing. C'est-à-dire, on parle aux gens et on a l'impression qu'on parlait des êtres humains alors qu'en fait on parlait des machines, et qui en plus seraient capables d'avoir des connaissances très fines de la psychologie de la personne qui est en face, donc les capacités à faire la manipulation, y compris certaines des manipulations que tu as évoquées, Benoît, dans le sens des manipulations un petit peu romantiques, parce qu'on s'est touché les bonnes cordes sensibles, ben là on peut aller peut-être beaucoup plus loin. Bon, et moi, encore une fois, lorsque je disais ça, je pensais que ça serait peut-être dans 5 ans, 5, 7, 10 ans. Bon.
Or, donc on a ChatGPT, clairement pas sous test de Turing. D'ailleurs, il y a même un ingénieur de Google sur un LLM comparable, Black Lemoine, qui avait eu ce moment de surprise à la fin au milieu de l'année 2022, où il disait, voilà, j'ai l'impression de parler à un être sentient, un être sensible, alors que pas du tout, évidemment. Donc, test de Turing, ok, ça c'est fait. Et puis, il y a d'autres tests qui ont été faits entre-temps sur GPT 3.5 et GPT 4.0 par un chercheur qui s'appelle Miral Kosinski, qui est à Stanford, qui a été une des personnes qui a tiré la sonnette d'alarme sur Cambridge Analytica. Et Kosinski donc a testé ces nouvelles LLM sur un test important qui est le test de la théorie de l'esprit, Theory of Mind. C'est-à-dire, quand on est enfant, la capacité à commencer à comprendre, pas à pas, quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face. Est-ce qu'elle nous ment? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce qu'elle est en colère? Etc. Bon. Et ce que dit Kosinski, c'est que jusqu'en 2022, il n'y a aucun large language model qui est capable de passer le test de Theory of Mind. GPT 3.0 y arrive comme un enfant de 7 ans. GPT 3.5 comme un enfant de 9 ans. Et GPT 4.0 ben, comme un adulte. Bon. Et en plus, autre test qu'a fait Kosinski, alors lorsqu'on a suffisamment de texte et de langage, GPT est capable de comprendre tous les éléments de Big Five traits, c'est-à-dire les traits de personnalité émergents d'une personne. Est-ce que c'est quelqu'un d'extraverti, d'introverti, etc. Bon. Donc voilà. Moi, je pensais que ce serait dans 5 ans, en gros, si j'étais optimiste. Et en fait, de facto, on y est. Et comme on voit en plus qu'il y a une forme de prolifération, et ça aussi c'est une surprise, de ces larges langages modèles qui peuvent être réentraînés après par eux-mêmes et réutilisés. On a eu le cas de fuite des larges langages modèles de Meta, on a eu le cas de Alpaca de Stanford, etc., qu'on peut même d'ailleurs, dans une autre version, être capable de faire tourner sur sa propre machine. Donc on voit un système qui est relativement proliférant, qui est capable de faire ces manipulations de masse, d'aller beaucoup plus loin dans les éléments de phishing, de compréhension de la personne qui est en face, et donc de faire des choses qui, oui, peuvent être relativement révolutionnaires. C'est-à-dire ce que faisaient les espions à l'ancienne, les James Bond et compagnie, ou les gens qui travaillaient pour Marcus Wolf du temps de la RDA, savoir être capable de séduire, ou être capable de faire le chantage qui va toucher sur la corde sensible, etc. Bah, ça, potentiellement, bah, c'est un risque qui peut arriver, on va dire, dans les 3 ans. Hein, on va être encore un petit peu pessimiste, voilà. Et puis après, il y a d'autres choses évidemment plus classiques, mais qui trouvent une nouvelle vie un petit peu avec ces LLM. D'une part, il y a, et Benoît, tu as commencé à l'évoquer, toutes les questions de prompt injection, indirect prompt injection. Donc là, on voit que par exemple, si demain, on l'utilise comme assistant qui va lire nos emails, bah là, il y a des chercheurs qui l'ont montré. Il suffirait de rajouter dans un email quelque chose qui n'est pas lu par la personne qui ouvre l'email, qui soit écrit par exemple en blanc sur fond blanc, mais qui pourrait créer un prompt, une injection de prompt, et là on pourrait avoir potentiellement un problème de sécurité. Et puis même, à date en tout cas, ces modèles sont pas explicables, et donc ça c'est du pain béni pour mettre des backdoors. Donc voilà, bon après c'est classique que n'importe quelle surface d'attaque nouvelle va engendrer de nouveaux risques. Mais là, effectivement, on est face à un moment où il faut réfléchir. Je n'irai pas jusqu'à la demande de suspension, voire même, ce que je trouve à titre personnel idiote, d'interdiction de ChatGPT à date. Mais clairement, il y a un moment où il va falloir investir encore plus, tant mieux, au FIC. Peut-être que le FIC va doubler d'ici 2-3 ans, parce qu'il y aura encore plus de cette nouvelle surface d'attaque qu'il faudra commencer à sécuriser. Ça, c'est un vrai potentiel pour demain. Merci Guy-Philippe. Alors on s'est fait un peu peur là avec toutes ces projections un peu catastrophiques, mais finalement on a quand même des moyens, des solutions pour s'en prémunir un petit peu, Benoît? Alors les solutions, elles existent. Maintenant, les attaques que décrit Guy-Philippe sont assez personnalisées et puis surtout tournées vers l'humain. Donc les solutions, elles existent, mais la sensibilisation reste quand même la première étape, hein, parce que vous n'avez pas de solution qui va faire en sorte qu'un chercheur, par exemple, ne va pas mettre une partie de son travail dans un chat conversationnel, par exemple, et une solution de DLP. Il y a des solutions de DLP qui existent, mais faire comprendre à une solution de DLP ce que peut faire ou pas le chercheur, notamment vis-à-vis d'un chat conversationnel, on n'en est pas encore là. Donc la sensibilisation et l'information est quelque chose qui a encore de très beaux jours devant eux, deux disciplines qui ont de très beaux jours devant eux et qu'il va falloir continuer à marteler, ça c'est évident. Et puis
je dirais que d'un côté plutôt technique, les cybercriminels vont continuer eux aussi, pas uniquement avec les langages, les langages des machines, mais vont continuer aussi à utiliser finalement ce que l'on utilise nous. On a vu des campagnes visant un très très grand nombre de smartphones Android, par exemple, pilotés et tamponnés, avec lesquels on récupérait un très grand nombre d'informations. On a vu donc une campagne qui utilisait le protocole normalement réservé aux objets connectés pour pouvoir récupérer de manière décentralisée et faire en sorte que les objets au sens large qui étaient sous la contrainte, eh bien, ne discutent pas avec un CNC, mais discutent avec un intermédiaire qui lui-même ensuite rediscutait avec le CNC, ce qui va complexifier encore la détection de ce type de communication. Donc voilà, il y a des environnements qui sont de plus en plus complexes et l'OT et la 5G va rajouter encore des surfaces d'attaque. Et juste pour ajouter un tout petit mot, parce qu'on a parlé des évolutions technologiques, etc. Je voudrais juste refaire un point sur les évolutions réglementaires et la vie nouvelle qu'elles pourraient prendre. J'avais évoqué cet Executive Order du 30 mars auquel s'est joint la France et 9 autres pays essentiellement européens, y compris l'Australie, etc. C'est intéressant de noter que tout d'un coup, un système d'espionnage qui pourrait être utilisé contre, à nouveau, des minorités, des activistes, des journalistes, etc., pourrait être mis hors la loi et donc refus d'être utilisé sur le territoire de ces pays membres qui sont signataires de ce qui vient de décider le 30 mars. Et je voudrais rajouter qu'on a évoqué rapidement un réseau social de divertissement d'un certain pays. On ne va pas faire d'attribution, mais il y a certains pays où même dans la loi, il est écrit que par définition, n'importe quel système technique doit obéir aux autorités nationales, y compris celles qui font l'espionnage, et que certains de ces mêmes pays font effectivement, et ça s'est démontré, on a plein de cas, on va dire, du harcèlement, de l'espionnage contre des journalistes, des minorités ethniques, ou parfois il y a même des génocides, etc. Donc, dire qu'on est en train de poser aussi des réglementations très intéressantes pour vraiment aller plus loin dans la protection de l'état de droit dans nos systèmes numériques. Il faudra voir comment ces choses-là pourront évoluer, mais là, il y a un axe très intéressant. Merci beaucoup. On voit donc que c'est un sujet complexe, avec on est un peu à la course aux innovations technologiques, à la fois du côté des attaquants et des victimes, et des gens qui essayent de s'en protéger. On l'aura jamais dit assez, je crois, sur aujourd'hui et de façon générale, que la sensibilisation est quand même un pilier pour répondre à plein de problèmes. On voit aussi des avancées réglementaires qui permettent d'encadrer un petit peu ce champ qui, pour l'instant, est un peu en libre évolution. L'avancée réglementaire est intéressante parce que un grand nombre de pays ne vont pas respecter. C'est-à-dire que ceux qui signent forcément s'engagent à respecter, mais il y en a énormément qui ne vont pas respecter. Mais par contre, le fait d'avoir une avancée réglementaire va nous permettre de travailler ensemble sur ces éléments techniques. Et s'ils sont utilisés par des États qui ne sont pas signataires, eh bien, on va quand même pouvoir plus facilement les repérer et faire en sorte que cette avancée réglementaire, même si elle est finalement limitée, va s'étendre à un monde numérique beaucoup plus large et permettra de mettre des ressources en commun, notamment techniques de détection, pour repérer des usages, on va dire, non légitimes de ces moyens techniques. Et bannir les outils, qu'ils soient explicitement pour de l'espionnage ou qu'il le soit implicitement, ce qui sera peut-être là l'évolution réglementaire auquel réfléchir. Donc, plein de changements à venir assez rapidement, dans un futur assez proche. Peut-être rendez-vous dans un an ici pour voir ce qui sera advenu et si vos prédictions seront confirmées. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Guy-Philippe et Benoît, de nous avoir partagé vos perspectives sur ces enjeux qui sont très complexes. Merci beaucoup.